Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado La relève au micro de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Je m'appelle Gabrielle Landry, co-directrice du comité de marketing créatif de la JCCM et je serai votre hôte pour cet épisode où nous allons discuter de la diversité sexuelle et de genre en milieu de travail. J'ai le plaisir d'accueillir au micro deux invités de renom, Raphaël Provost et Chloé Saint-Esprit. Raphaël, tu es directeur général de l'OBNL Ensemble, chroniqueur et aussi finaliste au Gala des Grands Prix de la relève d'affaires 2023 de la RJCCQ. Félicitations. Merci. Salut Gabrielle. J'utilise les pronoms « il » pour l'exercice. Je trouve que c'est important d'en parler. Absolument. Merci de les partager. Et Chloé, tu es diplômée en gestion de HEC Montréal ainsi qu'en équité, diversité et inclusion de l'Université Cambridge. Tu es consultante en EDI, en antiracisme et belonging, et tu es VP du conseil d'administration de la Centrale des artistes. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Mon nom est Chloé, mes pronoms sont Yel, Ti, Tim, des pronoms non binaires. Merci de les partager. Pour moi, mon pronom est elle. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on commence par parler de pronoms? Pourquoi est-ce que c'est important? Eh boy, quelle belle et grande question pour commencer. Oui. On brise la glace. Surtout dans le contexte où on parle de diversité sexuelle et de genre, pour pas prendre pour acquis avec la voix que j'ai, avec l'apparence que j'ai, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est une personne non-binaire, en utilisant mes pronoms, en me présentant en étant Raphaël, pronom « il », je vous dis tout de suite, je suis un gars. Puis interpellez-moi comme ça. On n'a pas à me questionner plus que ça. C'est aussi simple que ça dans mon cas, moi, en tout cas. Je rejoins ce qu'a dit Raphaël, justement. C'est un peu cette idée de l'identité, de genre, de sexe, comment on se présente au monde aussi. Puis ça soulève des réflexions. Et en même temps, ça veut dire de rien prendre pour acquis et de casser ses biais inconscients. Et ça, je pense que c'est assez important aujourd'hui, comme on est dans des démarches d'inclusion dans les entreprises, dans même les petites, moyennes ou grandes entreprises, de pouvoir en fait s'afficher tel qu'on est dans notre entièreté, dans notre identité. Puis quel message est-ce que... on va prendre deux questions. D'une part, quel impact est-ce que ça a sur nous, comment on se présente, comment est-ce qu'on peut se sentir inclus dans un milieu, de donner nos pronoms? Puis quel message est-ce que ça l'envoie aux autres par rapport à comment est-ce qu'on perçoit les autres et qu'on les accueille pour qui ils sont? Grosse question encore. Wow! On fait une thèse dessus. Je pense que c'est... Merci beaucoup, Raphaël. Je pense que on va dire que c'est beaucoup plus complexe que ça. La diversité de genre et la diversité sexuelle, et même, je dirais, plus que sexuelle, parce qu'aujourd'hui, c'est pas uniquement sexuel, c'est romantique aussi. Donc, il faudrait vraiment ouvrir, en fait, ces barrières par rapport à ça. Mais les pronoms... si on prend en termes d'individu, donc je suis une personne, de me dire que, voilà, moi, par exemple, aujourd'hui, je suis habillée en robe. Et on associe dans l'esprit, on a été éduqués, formatés, que les robes, c'est pour les filles. Sauf que moi, j'appartiens à la communauté queer. Et donc, justement, mes pronoms permettent de casser cette image et donc les préjugés qui viennent avec. Donc, je suis censée être une femme, porter des robes, être douce, gentille, être sexy, etc. On ne va pas faire... la liste est longue pour les préjugés. On connaît les préjugés, les biais associés. C'est un bon résumé. Ouais. Donc, je pense que c'est aujourd'hui important en tant que société aussi pour... rapper un peu ça, de se dire que justement, on fait un effort collectif pour briser en fait ces biais inconscients, ces préjugés, ces stéréotypes. Il y a deux choses que j'ai envie de répondre spontanément à ça. La première, c'est je me demande si les autres invités ont utilisé leurs pronoms, s'ils se sont présentés avec leurs pronoms. Je ne le sais pas encore, j'étais pas là, j'ai hâte d'écouter, mais j'ai envie de dire à tout le monde, et spécialement aux gens qui nous écoutent, c'est pas réservé qu'aux communautés LGBTQ+, l'utilisation des pronoms. Et c'est une chose qui est importante à retenir. Si les gens peuvent retenir au moins une chose aujourd'hui, les pronoms, on en a tous. On est peut-être à la découverte de ces pronoms encore, mais on en a tous. C'est important pour plein de choses, mais ce n'est pas que réservé à nous. Et on a souvent tendance à penser « Ah, ça, c'est la gang d'LGBTQ+, c'est la gang de queer avec leurs pronoms. » Tout le monde peut se présenter avec ses pronoms, puis ça peut faire du bien à beaucoup de monde. Non, jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. OK. Ils ne l'ont pas fait. Puis... j'irais jusqu'à dire, en tant que personne qui s'identifie comme femme, qui est très female passing, les gens, souvent en me voyant, vont assumer que je m'identifie comme femme. C'est important pour moi de, par exemple, donner mes pronoms dans un contexte social ou même de le mettre dans ma signature de travail. Puis, ça fait des années, j'ai eu différents employeurs, différentes implications bénévoles, puis je le mets quand même. Puis moi, c'est aussi une façon pour moi
de briser une perception ou peut-être une crainte que d'autres pourraient avoir, puis de dire, voici mes pronoms, je t'invite à partager tes pronoms avec moi si tu te sens à l'aise de le faire. Puis c'est aussi un gage, en partageant mes pronoms avec les autres, que justement, je m'engage à respecter tes pronoms. Puis je t'invite à partager ton identité avec moi, tu es en sécurité avec moi de le faire. Est-ce que vous le voyez aussi, cette perspective-là? C'est un signe de confiance. Ouais, quand on partage, d'échange, ça crée le dialogue. On n'en parle pas pendant 1 heure. C'est pas l'objectif qu'on se présente avec nos pronoms, mais ça peut venir dire « je me permets de me dévoiler à toi ». Je te fais confiance. C'est vrai qu'on n'utilise pas nos pronoms dans tout contexte. Quand je commande un café au Starbucks, je me présente pas avec mes pronoms. Mais il y a des belles occasions pour le faire. Dans le réseautage, il y a des gens qui nous écoutent, qui réseautent sûrement beaucoup, qui vont dans beaucoup d'événements. Bien, c'est important de l'afficher. On peut le mettre sur nous, on peut le verbaliser auprès des gens. Puis ça vient, pour moi, c'est une marque de confiance. Puis c'est venir défaire tous les préjugés qu'une personne peut se faire de toi avant même que tu aies ouvert la bouche. On regarde les gens comme là, les gens ne le voient peut-être pas, mais moi, je porte des bottes à talons hauts. Et ça, là, ça vient tout mélanger tout le monde. Là, un gars avec des talons, mais là, c'est une femme, c'est une personne. Je suis un gars qui porte des talons. Point. T'as pas besoin d'aller plus loin que ça, nécessairement. C'est pas ça mes pronoms, là. Mes pronoms, c'est elle, c'est pas... je suis un gars avec des talons. Ah, mon talon. Mais je fais la blague, mais parce que souvent, les gens, justement, se posent ces questions-là parce que je défais certains codes avec mon habillement. Et mes pronoms viennent juste annuler tout ça. Je vous le dis. Essayez pas de vous questionner par rapport à ce que je porte. Mes pronoms, c'est il, that's it, that's all. Et moi, j'adore ça pour rebondir à ce qu'a dit Raphaël. Moi, ça a été un travail de déconstruction, d'enlever mes talons. Parce que justement, dans les milieux professionnels où j'ai travaillé, il fallait avoir le costume, il fallait avoir les talons pour affirmer son autorité ou affirmer son genre, en fait. Alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une dynamique où peu importe ce qu'on porte, ça ne définit pas notre genre. Et ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas, en effet. Et pour rejoindre ce qu'a dit justement Raphaël, on est aussi dans une dynamique d'échange. Le DI, en fait, l'équité, la diversité, l'inclusion, c'est l'échange, de comprendre l'autre. Et en affichant son pronom, ça crée cet échange. Pourquoi le pronom? Qu'est-ce que c'est? Yeltsitim, pourquoi? Et donc, ça crée cet échange et la personne, en repartant, peu importe le milieu, peu importe l'événement, repart avec une réflexion. Et quand elle revient avec cette réflexion, que ce soit dans sa famille, son milieu corpo ou ses études aussi, eh ben, elle est prête, en fait, à ouvrir son esprit, à pouvoir discuter avec d'autres personnes sur... Tiens, j'ai rencontré quelqu'un qui avait un pronom, ça m'a fait questionner sur ma propre identité. Mais oui. Et c'est là, en fait, le fond des pronoms. Si utile ce que tu dis, tellement intéressant, puis tu l'as mentionné aussi dès le début du balado, en fait, c'est que ça nous aide à déconstruire, en fait, des biais qu'on a déjà par rapport aux identités binaires. Donc, ça aide littéralement tout le monde, pas simplement la communauté. Mais bon, on parle de pronoms. Pourquoi est-ce que ce serait important, par exemple, dans une organisation, ça peut être une entreprise, pour un employeur, pour un organisme communautaire, de bénévolat, peu importe, je ne dirais pas nécessairement d'avoir une politique ou peut-être d'avoir une politique. Comment est-ce qu'on encourage l'utilisation des pronoms? T'sais, est-ce que ce serait, par exemple, on est dans un événement, on a des cocardes, tu as ton nom, tu as ton entreprise ou comment tu t'associes professionnellement, tes pronoms. Est-ce que dans ta signature, tes pronoms? Pourquoi? Pourquoi pas? Je veux bien répondre pour celle-là en premier, mais je dirais que déjà, ça part d'une décision collective. Parce que c'est sûr que si les gestionnaires ou le high leadership décident de, voilà, on va implanter les pronoms dans les signatures, il n'y a pas eu de consultation avant. Parce qu'il y a des gens qui vont aussi peut-être être réticents ou réticentes en se disant, moi, ça ne me tente pas de révéler mon genre, mon identité à travers mes pronoms. Par contre, si c'est une consultation d'équipe où justement se dit oui, ça peut montrer que l'entreprise est dans son cheminement vers le DI plus inclusif, et ça peut aussi faire une image de marque à l'externe en se disant eux ils ont des pronoms, ça peut créer des échanges, et même à travers les affaires ça peut créer un échange un peu plus humain en fait. Et c'est là où je trouve que c'est très important, et ça positionne l'entreprise aussi avec un angle un peu plus inclusif. Ils sont dans une démarche, avant il n'y avait pas de pronoms, maintenant il y en a. Qu'est-ce qui a été la démarche à l'interne? Et peut-être que ça se joint avec une politique EDI ou une stratégie en EDI. On le souhaite pour l'entreprise. Il faut expliquer aux gens pourquoi on le fait. Puis pour moi, ça, c'est une règle d'or en ressources humaines, c'est une règle d'or en diversité. Il faut expliquer aux gens pourquoi l'utilisation des pronoms est importante. Si on arrive dans une entreprise puis qu'on fait juste me dire « il faut que tu mettes tes pronoms » puis qu'on ne m'explique pas pourquoi, moi-même, le premier, je vais peut-être être réfractaire. On m'impose quelque chose sans m'expliquer. Je le vois avec mon organisation. On va dans les écoles avec une jeunesse qui, eux, ont peut-être moins ce filtre-là. Quand on leur parle de ça, ils lèvent la main et ils nous disent « mais pourquoi? »
Ils ont le pourquoi peut-être plus facile. Ils sont très candides. Exactement. Puis je pense qu'il ne faut pas perdre ça comme adulte et sur le marché du travail. Il ne faut pas avoir peur de questionner. Pourquoi aussi on l'utilise? On a peur, je pense qu'on est dans une ère où on n'ose peut-être plus poser des questions. Posez vos questions tant que c'est avec ouverture, bienveillance. Pour moi, c'est la clé. Respect. Mais les pronoms, ça soulève les passions. Mais il faut on voit, ça fait 15 minutes qu'on en parle, mais c'est important de justement avoir la conversation avec ses équipes, ses employés, ses partenaires. Juste pourquoi, on l'explique. Puis ça va faire toute la différence selon moi. Absolument, mais en autant pas hésiter de se remettre personnellement en question, puis peut-être avant d'aller poser des questions, prendre un petit peu du fardeau de l'éducation sur soi et d'aller faire un peu de recherche. Est-ce que c'est quelque chose qui est encouragé aussi, de ne pas simplement poser des questions? Google, à 100%, exactement. Maintenant, on ne peut pas nier, on a des ressources partout, là, évidemment, c'est sûr. Mais après, il y a aussi une approche, après, ça dépend de l'individu, tu vois. Mais cependant, les questions vont générer des réponses, vont générer des réflexions. Après, il y a toujours cet enjeu-là de se dire, bon, bah, en tant que personne issue de la diversité ou issue des communautés queer, par exemple, de se dire, je vais devoir encore former d'autres personnes alors que je n'ai pas forcément envie ou j'ai pas forcément, c'est pas mon rôle non plus. Donc, il y a toujours cet enjeu-là, mais de se dire aujourd'hui, je veux dire, on a vraiment accès à toutes les informations, notamment Interligne ou bien sûr l'OBNL de Raphaël, où on a aussi, je dirais, l'Université de Laval qui a une super lexique à consulter. Il y en a plein de ressources. Il y en a plein. Aux États-Unis, en France, au Canada. Il ne faut pas avoir la pression, justement, de devoir tout expliquer à tout le monde. Mais en même temps, c'est intéressant d'humaniser aussi les choses. On ne veut pas poser que ces questions à Internet. Parler à un humain, ça peut faire la différence, mais je pense qu'il faut jongler avec tout ça. Oui. Flexibilité. C'est le mot. Chloé, tu as parlé de politique. Est-ce qu'on peut aussi parler de green flags? Qu'est-ce que vous voyez en entreprise ou dans vos cercles qui, pour vous, sont des green flags? On se dit, OK, ici, ils l'ont l'affaire ou sont dans une démarche, sont dans un processus de démarche qui fait en sorte que tout le monde se sent vu, inclus, respecté, aimé, puis tout le monde est invité à être qui ils sont. Oui, les green flags. Je dirais que ça dépend du milieu, premièrement. Et l'EDI, en fait, c'est un journey, c'est un voyage. Donc après, il y a des étapes dans ce voyage qui fait que, dépendamment de la taille de l'organisme ou de l'entreprise, il va y avoir aussi des enjeux différents, etc. Donc, je dirais que les green flags, ça peut être déjà lors de l'entrevue. Si l'entreprise recrute, la manière dont est affichée l'offre d'emploi, ça peut être aussi intéressant, écriture inclusive. On peut avoir personnes avec un handicap ou les personnes de communautés autochtones sont les bienvenues ou minorités visibles. Donc, on sent qu'il y a un effort de réflexion déjà dans l'offre d'emploi. Après, dans le processus de recrutement, on peut le voir aussi à travers des questions. Déjà, on oublie les questions. Est-ce que vous allez avoir un bébé ou est-ce que, etc. Ça, on oublie. En fait, voilà, c'est illégal. C'est illégal. Mais des gens le font encore. Il y en a qui le font encore, d'après la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Mais si on regarde un petit peu plus après dans l'entreprise ou dans le groupe ou l'organisation, on peut voir aussi, est-ce qu'il y a des espaces de discussion par rapport à ça? Est-ce qu'on a des safe spaces? Est-ce qu'il y a des groupes, j'ai les termes en anglais, mais c'est Resource Group Employee, qui seraient comme des ERG ou des groupes de ressources employés qui ont pour objectif de rassembler des employés issus de certaines communautés et de pouvoir créer des espaces pour organiser des activités à l'interne. Ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. J'irais aussi de regarder peut-être, ne serait-ce que les conseils d'administration, dépendamment d'où on vient. Est-ce qu'il y a déjà des politiques qui ont été faites, qui ont été affichées? Quels sont leurs partenaires? Quand on regarde les partenaires, ça peut être aussi un indicateur. Et je dirais aussi un peu les politiques, parce qu'en général, quand on signe son contrat, quand on arrive dans l'entreprise, est-ce qu'il y a une politique contre le harcèlement? Est-ce qu'il y a une politique EDI ça va donner déjà une idée. Après, rien n'est parfait, c'est un journey, donc ça prend le temps qu'il faut. Puis je te dirais, l'autre point, c'est aussi les collègues, quand on arrive, parce qu'on est en télétravail aussi maintenant beaucoup, donc en ligne, parfois c'est compliqué de lire la culture d'entreprise, mais de se dire comment on fait
fait quand on arrive en entreprise? C'est quoi la culture d'entreprise? Qu'est-ce que vous faites à l'année? C'est quoi vos programmes? Est-ce que vous faites des activités pour encourager les communautés LGBTQ+, à se dévoiler, à se développer? Donc, je pense qu'il y a cette dynamique-là aussi. C'est multifacteur. Tellement, puis je rajouterais à ce que tu viens de dire, la subtilité quotidienne fait aussi toute la différence. Comme employeur, j'ai 20 personnes dans mon équipe et d'entendre les conversations dans le corridor, quand j'entends les gens se rendre vulnérables avec leurs histoires, avec leur histoire amoureuse, avec leur vie et tout, je fais ça, c'est de l'inclusion pour moi. Ils sentent qu'ils ont l'espace pour pouvoir se raconter, être soi-même. C'est difficile à quantifier parce que j'enregistre pas le quotidien de mes employés. J'espère que s'ils l'écoutent, ils vont l'entendre. Mais d'être... Ça aurait été un red flag. Oui, ça c'est un vrai red flag. Mais d'être en rencontre puis d'avoir l'espace que les gens peuvent amener, par exemple, quelque chose qui s'est passé dans l'actualité, qui les a touchés, dans leur réalité, dans leur diversité, dans leur communauté. Moi, je me dis à chaque fois, bon, ils sentent qu'ils ont l'espace pour aborder des choses qui peuvent être eux-mêmes. C'est difficile, c'est pas quelque chose qui peut se vendre aussi facilement. On peut pas dire en recrutement, chez nous, on parle de tout, mais de le sentir sur le quotidien, moi, ça, c'est un bon indicateur comme gestionnaire de sentir que les gens parlent d'eux-mêmes. Et c'est pas juste, ils font jamais rien de leur week-end. Il faut se questionner quand les gens disent, ils n'ont rien fait de leur week-end. Les gens font des choses de leur week-end. Et s'ils peuvent le partager avec leur degré, avec leur volonté, je trouve ça vraiment intéressant, ça. C'est vrai que les employés, les collègues vont être un meilleur gage de l'inclusivité puis du climat qui règne dans une entreprise que la politique anti-harcèlement ou la politique inclusivité. Donc, c'est un travail collectif qu'on fait puis qu'on cultive. Est-ce que vous avez des conseils, que ce soit pour tant les employés que les gestionnaires, justement, pour créer cet espace-là? Tu sais, tu parles de conversation. Est-ce que c'est aux employeurs aussi d'être vulnérables? Comment, par où est-ce que ça passe? Montrons l'exemple, montrez l'exemple. Soyez vrai, soyez naturel. Je pense qu'on est une génération et plusieurs générations veulent démocratiser les rôles de gestionnaire, les rôles d'entrepreneur. Soyez vous-même. Les gens ne sont pas dupes, ils savent que vous avez des vies, ils savent qu'on est complexe. Moi, comme personne, je mets mes propres limites, on a chacun nos limites, mais je partage avec mon monde, ma vie, des parcelles de choses qui me rendent vulnérable et je vois le retour tout de suite de mes équipes. Quand moi, je le suis, je ne peux pas demander à mes équipes d'être vraies si je ne le suis pas. Fait qu'il faut montrer l'exemple. On se gère, il y a des limites à ce qu'on peut dire et à peut faire, mais je pense qu'il y a moyen d'être vrai au travail, puis pour moi, ça, c'est payant. D'être vrai. En tout cas, à date, je touche du bois, là. Moi, ça a été payant d'être... Est-ce que ça fonctionnerait partout? Je suis pas sûr. En 2023, je suis pas certain que d'être soi-même, ça fonctionne partout. Mais dans mon contexte à moi, c'est une chance que j'ai, c'est un privilège et ça devrait juste pas être un privilège, ça devrait juste être un acquis. T'attires des employés ou des partenaires d'affaires qui te ressemblent. Oui, aussi. C'est un avantage de mettre ça de l'avant. Bien sûr. Alors après, c'est super variable. Hein. Tu sais, c'est pas du cas par cas. Mais je pense que ce que Raphaël a mis de l'avant, c'est aussi de créer ces espaces-là. Et je pense qu'il le fait très bien. Il l'a dit dans son organisme. Justement, de s'autoriser cette vulnérabilité. On sait que le rôle de gestionnaire aujourd'hui, il est complexe. Ils doivent gérer des équipes hybrides. Ils doivent gérer des gens parfois répartis géographiquement dans le Canada ou dans le Québec ou même dans différentes villes. Il y a l'enjeu aussi de se dire comment je peux retenir mes employés, comment je peux les motiver à distance par moment, comment je peux les inviter à revenir au bureau. Et donc, c'est une charge sur les épaules des gestionnaires aujourd'hui qu'ils ont. Et en plus de ça, on leur demande d'ajouter le chapeau EDI. En plus. En plus. C'est un beau et grand chapeau. Voilà, un immense chapeau. Sauf que l'avantage, je pense, et ça c'est ma lecture à moi de ton organisme, en fait, c'est que de l'organisme de Raphaël, c'est que c'est déjà dans l'ADN. L'EDI, c'est la mission, c'est les valeurs. Donc, il n'y a même pas besoin. Si les gens veulent postuler à un poste là-bas, c'est parce qu'ils sont déjà intrinsèquement motivés par la mission. Après, des industries ou des secteurs où c'est beaucoup plus complexe, etc., je dirais que le gestionnaire a tout un enjeu par la formation, puis le droit à l'erreur. Ça, on ne se l'autorise pas. On ne s'autorise pas en disant, mais j'ai peur de... Parce que là, parfois, beaucoup de gestionnaires marchent sur des œufs. Se disent, mais si je dis ça, comment ça va être perçu? Est-ce que je vais être maladroit? Ça va créer quoi? Est-ce que je vais avoir la commission sur les épaules? On reste des humains. On est dans un secteur qui va de plus en plus vite. Et c'est ça, cet enjeu qu'on a, c'est de se dire comment contrer les machines, l'intelligence, la technologie, et revenir à des valeurs humaines. Et j'ai l'impression que, en tout cas, vous ne le voyez pas, mais Raphaël, j'ai l'impression qu'il incarne ces valeurs mêmes juste en étant. Et donc, je pense que l'authenticité,
amène à être un bon gestionnaire aujourd'hui, selon moi, une bonne gestionnaire. Et un petit mot qu'un collègue à moi m'a inspiré ce matin avec cette phrase-là, il dit « c'est correct de juste écouter ». Puis on a souvent tendance à vouloir combler, à vouloir trouver des réponses pour tout le monde. Puis c'est un réflexe qu'on a tous. On veut combler, on veut avoir une réponse à des choses qu'on ne connaît peut-être parfois pas. C'est correct de juste écouter. Puis ça peut laisser l'espace quand on laisse les autres s'exprimer. Puis pas prendre tout l'espace. Moi, j'écoute. J'essaye en tout cas. Ce serait sûrement un conseil pour bonne qualité. Absolument. Un conseil pour les gens qui ont peur de marcher sur des œufs. Oui. Je pense qu'on est plusieurs en ce moment qui ont l'impression de marcher sur des œufs. Je pense qu'on a de la difficulté peut-être à être vulnérable, à assumer nos erreurs ou à assumer non seulement que des fois, on a juste peur d'être à l'écoute, pas d'être dans l'action, mais aussi, il y a des choses que je ne sais pas. Comment est-ce qu'on navigue à travers ça quand on n'est pas assez éduqué sur la communauté, puis qu'on essaie d'être le plus inclusif possible? Hey boy. La formation? C'est tellement la formation, la sensibilisation. Oui. Il existe au Québec des centaines d'organisations, des organismes partout au Québec qui peuvent offrir des formations dans les entreprises. Ils viennent humaniser une approche. Ça crée des dialogues aussi. Et tu l'as super bien dit, c'est correct de ne pas tout comprendre. On ne peut pas tout comprendre. Moi-même, j'apprends des choses quotidiennement. Puis c'est mon métier, pourtant, la diversité sexuelle et de genre. Mais de se mettre en position d'humilité, puis de dire, c'est correct, je ne le sais pas, on va faire venir des experts et des expertes, et il en existe. C'est accessible aussi. On a toujours l'impression que ce n'est pas accessible. Au contraire, moi, j'attends juste ça qu'on nous appelle pour offrir des formations dans les entreprises. Je dis ça comme ça. C'est un peu la même chose avec Chloé, mais pour moi, c'est une ressource d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Parce que moi, j'aime mieux dire sensibilisation qu'éducation. Parce que quand on parle d'éducation, éduquer les gens, c'est comme dire « moi, je sais, puis pas toi ». On sait tous plein de choses, puis on va se sensibiliser entre nous. En tout cas, ça, c'est très personnel à moi. L'éducation, c'est très sain, c'est important. Là. Mais dans certains contextes, j'aime bien parler de sensibilisation. Je te rejoins là-dessus. C'est un peu prétentieux, éducation. Ouais. Puis ça met un rapport de hiérarchie. Alors qu'on est dans la sensibilisation, on est plus dans le partage, le niveau transversal. Et à 100% que la formation le problème, selon moi, avec la formation, c'est que c'est une case cochée. On va faire une formation sur les... Voilà. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Une préenregistrée obligatoire pour les employés. Voilà. Donc, par contre, s'il y a vraiment un désir du gestionnaire ou de la gestionnaire ou de l'entreprise ou l'organisation de vraiment aller en profondeur, oui, il y a de la sensibilisation, mais parfois, je donne un exemple concret, dans une entreprise, ça n'avait jamais été pensé. Ils ont fait un appel aux employés issus des communautés LGBTQ+, pour le Pride. Et il y a un panel qui a été organisé avec ces employés qui s'affichaient comme issus des communautés Pride, LGBTQ+, je m'excuse, et de partager cette réalité avec d'autres employés. L'impact a été multidimensionnel. On a eu des employés de tous les niveaux, il y avait des VP avec des coordonnateurs, coordonnatrices. Bref, ça a créé cet échange transversale où les gens ont échangé sur la réalité. On n'était pas dans la victimisation, au contraire. C'était beaucoup plus de voilà pourquoi aujourd'hui on doit se positionner comme personne LGBTQ+, ou pas. Voici comment l'organisation cette organisation a laissé vraiment cet espace de parole sans barrière, sans limite. Et ce que ça a permis, c'est la rétention, de faire rayonner des employés qui font partie des communautés et surtout aussi de voir des leaders, des VP, des directeurs, directrices, qui s'affichent comme étant membres de la communauté. Et l'impact a été exactement la vulnérabilité et surtout de se dire, moi, en tant que nouvel employé dans l'entreprise ou à un autre poste de hiérarchie, de me dire, finalement, on peut devenir... C'est possible. C'est possible. Je peux atteindre je peux reach ça. Donc, moi, je pense que c'est plutôt positif. Voilà. D'autres exemples de transformation ou de victoire dont vous avez témoigné, ça peut être à l'école, dans vos communautés, dans un contexte professionnel, je ne vais pas dire des activations, mais des initiatives qui, pour vous, on voit le avant et le après. Mais toi, j'imagine que tu le vois plus souvent que pas souvent dans ton quotidien. Bien, on le voit beaucoup, par exemple, je vais prendre le contexte scolaire. Quand je vois des jeunes se mobiliser, avoir des espaces, s'afficher, en parler, puis que c'est la communauté elle-même qui le fait, ça, c'est extraordinaire.
quand c'est pas personne qui impose quoi que ce soit. Donc, ça revient un peu à tantôt, si tu vois tes employés qui font partie des communautés LGBTQ+, s'afficher, le partager, ça, c'est inspirant. Parce que c'est lourd, puis tantôt, tu le disais, Chloé, les chapeaux de vouloir porter, puis de vouloir, comme gestionnaire ou comme collègue, aborder toutes les réalités. Il n'y a pas meilleur placé que les gens qui font partie des communautés pour en parler. Donc, quand je vois ça, puis quand je vois les jeunes le faire, moi, je vais trahir mon âge, là, mais admettons, il y a une dizaine d'années, quand j'étais au secondaire, des comités LGBTQ+, dans les écoles, ça n'existait pas. En tout cas, pas dans mon école à moi, en banlieue de Montréal. Et aujourd'hui, je fais la tournée des écoles un peu partout au Québec et c'est la norme de voir des comités comme ça. C'est génial. Et c'est génial. Dans mon temps non plus. Puis maintenant, ils veulent dire on est des comités de diversité. Donc, mais ces jeunes-là, moi, m'inspirent, mais ils se créent des espaces pour pouvoir être eux-mêmes et inspirer après leur école. Et ça a des effets là, immédiats. C'est beaucoup plus impactant que si c'est la direction d'école qui force les choses. C'est des initiatives qui viennent des étudiants. Et je le vois dans des entreprises aussi dans lesquelles on fait de la formation. Souvent, quand ça vient des employés, le désir de se rassembler, de créer des comités, ils sont beaucoup plus durables que si c'est une direction qui dit on va en créer un, on va faire du recrutement et tout. J'en ai vu qui n'ont pas duré comme ça. La volonté, elle est bonne parce qu'on veut créer l'espace, mais après, c'est se questionner pourquoi il ne fonctionne pas. Mais si c'est parce qu'on pense pour les autres, c'est souvent ça le problème. Il y a souvent des leaders, en fait, dans la communauté, mais il faut le forum pour les écouter. Oui. Puis après, il faut le forum pour leur donner leur place, écouter leur voix, puis l'amplifier par la suite. Donc, il faut être à l'écoute. Faut être à l'écoute le à plus 100%. possible. Puis c'est parce que je te voyais réfléchir, puis c'est qu'on n'a pas beaucoup d'occasions, les communautés LGBTQ+, pour aller s'exprimer de cette façon-là. Et je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent et disent « Mais voyons, on vous voit beaucoup aux nouvelles. » On nous voit de façon réactive souvent. Pas proactive. Et voilà, on va souvent commenter l'actualité, une actualité qui est parfois négative. Et c'est rare qu'on ait des espaces pour se raconter avec douceur, avec humanité, puis que c'est pas toujours grave ce que je vais vous raconter. Il y a des comédiates qui se passent très, très, très bien. Il y en a plein de beaux comédiates. Puis souvent, on n'entend que des comédiates qui ont été difficiles. Ils sont valides, ces comédiates difficiles-là. Mais il y en a d'autres aussi qui ont été faciles, il faut les entendre. Et souvent, je le vois parce qu'on m'invite beaucoup plus souvent pour parler de choses négatives que juste me raconter. Puis pourtant, j'en ai plein de choses à raconter. Puis mon comédiate est inspirant, puis mon parcours l'est aussi, selon moi, parce que je me trouve inspirant parce que où je suis rendu aujourd'hui et quand j'étais jeune, je me disais que ça aurait été impossible. Donc, pour moi, je suis inspirant. Et tu l'es, Oui, puis tu t'en l'es, inspires 100%. beaucoup Merci. d'autres. Ouais, je ne veux pas avoir l'air Pas du tout, pour un autre. Il faut donner à César ce qui revient à César. En tout cas, je le prends pour moi-même, mais c'est important, ça, cette représentation-là, puis d'en parler de façon positive. Et je trouve que cette occasion-là qu'on a là, c'est une belle façon de déposer plein de petites choses sans que ça soit négatif. Et ça, pour moi, c'est ce que je nous souhaite, c'est d'être plus souvent de l'avant et que ce soit de façon naturelle, que ce soit comme tout le reste. On n'est pas juste... la gang d'hétéros ne sont pas invités que pour se présenter pour des trucs négatifs, mais on veut avoir les mêmes opportunités. Je veux pas plus d'opportunités, je veux les mêmes. Oui, à 100%. Et surtout le côté médiatisation, en fait, Ouais. instrumentalisation des causes aussi LGBTQ+. Les toilettes genrées, c'est un exemple en ce moment, par exemple. Là, ouais. Non genrées, pardon. Et donc, tu disais tantôt, Gabrielle, on n'est pas dans la proaction, mais comment tu es dans la proaction quand tu réponds juste à des problématiques? Il faut l'espace médiatique pour pouvoir répondre, en fait, à des proactivités. Il y a des choses qui sont faites de manière positive. Et il faut savoir aussi que, il y a cette notion aussi de se dire pourquoi on met les causes LGBTQ+ de l'avant, mais parce qu'il y a un taux de suicide assez élevé aussi chez la jeunesse. Ouais. Donc, il faut répondre aussi en se disant, c'est ça... Une disparité en statistique absolument. À 100%. Donc, il y a cette dynamique-là de se dire, c'est un problème social, c'est un problème politique, c'est un problème même économique. Parce que ça touche sur toutes les sphères. Mais à 100% d'accord avec Raphaël, et il faut qu'il prenne le micro quand il a des occasions de le prendre. Je pense que c'est important que d'autres... Je saute dessus à chaque fois. Prends-le. Puis c'est intéressant de parler de chiffres. Il y a un chiffre qui, moi, m'avait vraiment frappé. Il y a encore plus de 60% des gens en milieu de travail qui n'osent pas parler de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. C'est énorme. C'est plus d'une personne sur deux qui n'ose pas parler. Par exemple, dans mon cas, à moi, ce serait me dire j'ai un copain, mais je ne vais pas en parler lundi matin au bureau parce que est-ce que les gens, il va avoir des questions négatives et des perceptions? Ça va-tu me nuire dans mon parcours si je me dévoile, justement, si je me rends vulnérable? Eh bien, ça veut dire que vos collègues autour de vous ne sont pas 100% honnêtes avec vous et avec eux-mêmes à cause qu'il y a un contexte qui empêche de l'être. Mais ça peut être un effet boule de neige parce que ça prend une personne pour en parler et d'être vulnérable. La représentation. La représentation.
Moi, j'ai un problème avec ça, un petit peu toujours de s'afficher dans le milieu professionnel. Alors, je sais que c'est un peu l'avocat du diable, mais je suis obligée de c'est une valeur c'est une réflexion que j'ai moi-même, dans le sens où si il y a une personne qui arrive dans un milieu de travail qui n'a pas envie de révéler notamment sa vie personnelle parce qu'elle vient d'une autre culture, parce qu'elle a d'autres codes, parce que dans sa tête, il y a une scission entre la vie pro et la vie personnelle, c'est correct, il faut l'accepter. Après, s'il y a des gens qui sont aptes à parler de leur identité, ou même, je dirais pas identité, parce que c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le temps. Je pense qu'on est dans... C'est comme une journey. C'est comme... Il y a des gens qui, par exemple, pensent être hétérosexuels, qu'on penser être hétérosexuel toute leur vie, puis finalement, quand les paroles se libèrent, en disant « pour ça que je n'étais pas bien dans ma vie, c'est peut-être pour ça que... » Et en fait, ça révèle des réflexions, puis finalement, est-ce que le gender fluid, c'est quelque chose qui est autorisé aussi? Est-ce qu'on cherche encore à caser les gens dans certaines cases? Et moi, c'est cette réflexion-là qui m'intéresse dans les entreprises. Et pourtant, il faut des deux. Il faut des gens qui s'affirment et qui disent « voici mon identité de genre, mon identité sexuelle et mon identité romantique. Et voici mon cheminement. » Où ça reste dans la sphère personnelle. Moi, je pense qu'il y a tout ça. Bon point. Mais c'est que j'ai envie, puis j'ai dit d'honnêteté. C'est pas de l'honnêteté, mais c'est me dire, c'est vrai que je suis pas obligée de le dire, mais si je le fais, ça devrait pas me nuire. Absolument. C'est ça la nuance. Puis je vais apporter cette nuance-là de, mais on n'est pas encore là. Oh non, il y a encore fait que si la journée, il y a un double standard, je pourrais juste parler de moi, puis il n'y en a pas de problème, tant mieux. Mais j'ai pas besoin, puis je suis pas supposée le faire, je suis pas obligée de le faire. Mon orientation, c'est très personnel au final. Et si je le fais, il ne faut pas que ça me nuise. Ouais, à 100%. Pour moi, c'est ça l'enjeu. Puis c'est pour ça que je parle d'honnêteté, parce qu'on ne me donne pas la place peut-être pour l'être. Je voulais rajouter ça parce que non, mais c'est tellement tu m'as fait réfléchir. Puis j'apprécie le challenge, puis merci d'avoir challengé. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas assumer, puis il ne faut pas imposer non plus. C'est ça. Quelque chose que j'ai appris pendant mon bac, c'est par exemple... Si moi, je partage, je décide d'être vulnérable ou que je suis curieuse par rapport à quelqu'un, je vais à la rencontre de l'autre, de poser des questions inclusives. Est-ce que tu as quelqu'un dans la vie? Est-ce que tu as envie de partager? Sens-toi à l'aise de ne pas le partager, de ne pas assumer. Moi, je l'ai souvent entendu. Est-ce que tu as un chum? Est-ce que tu as une blonde? C'est vraiment... Ça peut être agressant pour différentes personnes de se faire poser ce genre de questions-là. Donc, si on est dans un contexte où la question se pose... Évidemment, pas imposer, pas mettre de pression pour que la personne réponde, déjà là. Donc, pourquoi la question est posée? Est-ce que c'est un bon moment de poser la question? Mais aussi, de ne pas mettre un assumption, de ne pas assumer. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie à porter d'une façon non genrée? Est-ce qu'il y a d'autres conseils ou d'autres choses qu'on pourrait faire d'une meilleure façon avec ça? Moi, il y a quelqu'un une fois qui m'avait dit, si tu ne poserais pas cette question-là à un hétérosexuel, pose-la pas à un homosexuel ou à une personne bisexuelle ou une personne pansexuelle. Exactement. Puis j'avais trouvé ça règle d'or. Règle d'or. Parce qu'on nous pose plein de questions sur comment ça ou pourquoi, depuis quand. Est-ce que tu es... Si je pose pas cette question-là à un hétérosexuel, pose-la moi pas. Fait que j'avais trouvé ça intéressant. Puis je l'ai repris. Je me souviens pas du nom de la personne, mais je salue la personne si elle nous écoute. Et pour moi, ça, c'est un conseil de base, quotidien, qui peut s'appliquer, qui n'est pas très complexe. Là. Ah oui, à 100%. Et je dirais que ça va même un peu plus loin dans le sens où souvent, moi, je suis mère monoparentale, par exemple. Et souvent, je défie plein de codes et plein de biais. Et dans cette dynamique-là, c'est de se dire, elle est habillée en femme, donc on va la rentrer dans le genre féminin, dit féminin, que je re-questionne aussi. Elle a un bébé, donc elle est forcément hétérosexuelle. Et c'est là où je vais venir. Pour moi, la question du mot queer a tellement un poids important. Quel beau mot. Oui, vraiment, même s'il a évolué dans l'histoire, etc. Mais le mot queer, pour moi, c'est beaucoup plus qu'une identité de genre sexuel ou romantique. On est vraiment dans une dynamique où le queerness, pour moi, c'est politique. C'est-à-dire que je casse les préjugés qu'on a vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis, peu importe comment ils s'identifient ou elle s'identifie finalement. L'idée, c'est juste se dire, je sais qu'il y a un combat, il y a des combats à mener et il faut les mener pour la relève, pour nos enfants, pour l'avenir. Mais en même temps, pour moi, le queerness englobe tout ça. Le pansexuel, j'allais dire pansexualisme, mais le côté pansexuel, bicurieux, bisexuel, quelle que soit en fait son attirance romantique ou même sa identité, parce qu'on a souvent tendance, pour ça que l'acronyme LGBTQIA2S+, est long, j'espère qu'on ne mettra pas tout l'alphabet, mais derrière tout ça, c'est de se dire, finalement, peu importe ce qu'on ressent dans les tripes ou dans le cœur,
Ou après, il y a la raison aussi, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir s'exprimer librement dans leur famille, dans leur milieu professionnel, Absolument. Dans leur milieu académique, etc. Mais de se dire, acceptons l'inconnu, acceptons cette différence, quelle qu'elle soit. Si un jour votre enfant rentre à la maison et vous dit « Maman, papa, j'aime les filles » ou « J'aime les garçons » ou « Je me questionne », il faut être prêt à entendre la question, il faut être prêt à la recevoir et de se dire « Est-ce que je suis outillé pour ça ?» Et c'est la même chose dans une dynamique corpo ou professionnelle ou au milieu du travail. Si à un moment, un employé vient vers moi et se dit « J'hésite, je sais que c'est très personnel, mais ça arrive déjà, j'hésite par rapport à mon identité sexuelle, identité de genre ou identité romantique, qu'est-ce que je fais ?» Et je me dis, est-ce que l'entreprise a des ressources? Est-ce qu'elle a un guide justement pour dire, hey, il y a des organismes qui existent qui pourraient donner une formation, qui pourraient renseigner, tu comprends? Est-ce que le numéro est quelque part? Est-ce qu'il est accessible? Et voilà. Et je dirais, il y a assez de place pour tout le monde. Puis quand on prend notre place, c'est pas prendre celle des autres, c'est prendre ma place. Puis on a toujours tendance, quand on en laisse aux autres, c'est perdre un peu de la sienne. Il faut arrêter de penser comme ça. Puis l'EDI, parfois, est vu comme ça. Bon, encore, on parle de ça, puis on parle plus de nous, puis on peut plus rien dire, puis là, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est juste de donner une place à tout le monde, même si ce groupe-là est très minoritaire, il est valide, il a droit à sa place. Puis au travail, je pense qu'il faut qu'on montre l'exemple, il faut qu'on donne une place à tout le monde. Merci pour ça. Yes! Pour les gens à l'écoute à la maison, on vient de se faire un high five. Chloé, Raphaël, on a une conversation extrêmement fluide, mais est-ce qu'il y a n'importe quel message ou autre chose que vous voulez aborder sur le sujet pour les auditeurs qui nous écoutent à la maison? Oui, une petite dimension, en fait. Je pense qu'on a différents marqueurs d'identité. Et je veux dire que je voulais faire le lien avec les privilèges. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Et aujourd'hui, je pense que c'est important de le mettre sous la lumière, le spotlight, rapidement, de se dire que parfois, il y a des gens qui ont plusieurs identités, marqueurs d'identité. Et donc, parfois, il y a un enjeu aussi. Quand on fait partie, par exemple, des minorités visibles et qu'on fait partie des communautés queer, qui en plus, on fait partie, on a la neurodivergence ou qu'on a un problème de santé mentale, etc., ça va jouer aussi sur comment on se révèle en entreprise ou avec ses relations professionnelles et étudiantes, etc. Donc, je voulais juste rajouter cette dynamique. J'invente rien, Kimberly Crenshaw, États-Unis 89, mais juste de rappeler cette dimension-là. Et donc, il y a ces enjeux-là aussi, santé mentale, et de se dire qu'il y a des organismes aussi qui accompagnent, en fait, cette dimension-là. Moi, ça m'inspire de dire « soyons et soyez des alliés ». Des autres communautés. Exactement. Et c'est un peu ça, on n'est pas là pour convertir personne, on n'est pas là pour convaincre personne, mais si je peux convaincre les gens d'être des alliés, comme collègues, comme parents, comme amis, comme personnes que je vais croiser dans la rue, pour moi, ça, c'est la plus belle des choses. Je veux être un allié pour plein d'autres communautés, puis pour l'être, il faut écouter. Merci pour ça. Ou être complice. Aussi, ça aide. Ça aide. Merci pour vos lumières, merci pour vos partages, pour votre vulnérabilité, pour le climat même de challenge qu'on s'est laissé créer aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. J'aimerais passer à un segment plus ludique. Oh oui! J'aime ça. Comme un talk show. Comme un talk show. Une musique. Jingle! Donc, on va faire un petit jeu de ceci ou ça, this or that. Je vais nommer votre nom, puis après, vous allez me donner à froid très rapidement votre réponse. Je vais vous donner 2 options. OK. Puis pour les auditeurs, en fait, à leur bénéfice, je vais vous dire Raphaël, Chloé, comme ça vous allez savoir quand répondre. Quoique nos voix sont assez distinctives, rendues là, mais quand même. Alors, pour commencer, danse ou karaoké? Raphaël? Danse. Chloé? Danse. Hôtel ou camping? Raphaël? Hôtel 5 étoiles. Oui! Pareil! Point médian ou écriture épicène, Raphaël? Point médian. Chloé? Écriture épicène. OK. Mimosa ou café, Raphaël? Mimosa, pas de jus. Chloé! Café le matin, mimosa le soir. Wow. Finalement, hiver ou été, Raphaël? L'automne. Chloé? Été. T'aurais pu dire printemps. Ah non, été. Aussi. Été. Été? Ah oui, été. Ah, moi, j'aime oui. pas l'été, j'aime pas l'hiver. Ah ben, les deux extrêmes. L'automne, c'est bien. Automne ou printemps? Automne, mais ça dure tellement pas assez C'est longtemps. trop court. Mais c'est pour ça que c'est aussi beau. Oui, c'est vrai.
J'aimerais vous remercier tous les deux d'avoir pris le micro aujourd'hui, puis d'avoir été aussi vulnérables et humains avec nous. Merci encore. Merci pour l'espace. Et oui, merci pour l'espace et merci pour les bels échanges. Merci.